Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la littérature française, le Gargantua de François Rabelais. C'est un roman du XVIe siècle et vous allez voir, il est aussi hilarant que révolutionnaire. Alors la question c'est, par quel bout on prend une œuvre pareille? On va commencer par l'un des moments les plus célèbres et, franchement, les plus étranges du livre. Un géant qui naît par l'oreille de sa mère. Oui, par l'oreille. C'est complètement absurde, c'est grotesque et ça nous amène tout de suite à la question essentielle. Mais pourquoi Rabelais, qui était un des plus grands esprits de son temps, a-t-il bien pu écrire un truc aussi fou? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Allez, on plonge dedans. Tout commence, logiquement, par la naissance du héros. Sauf que là, il faut oublier tout ce qu'on sait sur les naissances, disons, classiques. Il faut s'imaginer la scène. On est à un banquet absolument gigantesque. La mère de notre héros, Gargamel, est en train de s'enfiler une quantité astronomique de tripes. Et forcément, ça débouche sur un accouchement pour le moins original. Rabelais, qui était aussi médecin, s'amuse comme un fou à décrire le trajet du bébé à travers le corps de sa mère. Il mélange un vocabulaire médical super précis avec des détails complètement triviaux. Et le résultat, c'est que, Gargantua naît par l'oreille gauche de sa mère. Voilà. Et attention, le nouveau-né n'est pas du genre discret. Son tout premier mot, c'est un cri du cœur, un cri retentissant « À boire! À boire !» Son père, le roi Grand Gousier, l'entend et s'exclame « Que grand tas !» en parlant de son gosier, bien sûr. Et hop, le nom Gargantua vient de là, de ce jeu de mots. Dès la première scène, le ton est donné. Ça va parler du corps, des appétits, avec un humour qui ne s'interdit absolument rien. Mais attention, toute cette folie, elle n'est pas gratuite. C'est ce que les spécialistes appellent le masque comique. En fait, Rabelais utilise l'humour, le grotesque, le scatologique, pas juste pour faire rire. C'est une sorte de camouflage pour dissimuler un message beaucoup plus sérieux. Derrière chaque blague un peu grasse se cache une critique au scalpel de son époque. Et de quoi il se moque au juste? Eh bien, de tout ce qui représente pour lui l'ancien monde. C'est-à-dire une société qu'il trouve complètement figée dans des traditions stupides et débassées. Premier problème qu'il attaque, l'éducation. Le jeune Gargantua est confié à des précepteurs, des sophistes. Leur méthode, c'est simple, c'est du bourrage de crâne. On lui fait apprendre par cœur des textes médiévaux complètement inutiles qu'il doit savoir réciter à l'endroit, à l'envers. Le résultat est sans surprise catastrophique. Loin de devenir intelligent, Gargantua devient un parfait crétin. Et ça, c'est une attaque directe contre le système éducatif de la Sorbonne de l'époque que Rabelais trouvait complètement stérile. Deuxième problème, la guerre. Rabelais invente un conflit, la guerre picrocolline. Et vous voulez connaître la cause? Une simple dispute entre des bergers et des boulangers à propos de quelques galettes, des foisses. Ce prétexte absolument ridicule déclenche une guerre totale, menée par le roi Picrocollet. D'ailleurs, son nom veut tout dire, Bill-Amer. C'est une satire évidente des guerres absurdes et des ambitions démesurées des rois de son temps, comme Charles Quint par exemple. Et cette critique, elle se fait à l'échelle d'un géant. Quand il arrive à Paris, Gargantua est vite agacé par la foule de curieux qui le regardent. Sa réaction, il grimpe sur les tours de Notre-Dame et il les noie sous un déluge d'urine. Le chiffre des victimes est même très précis, et c'est ça qui est drôle, 264 198. C'est ça, le grotesque rabelaisien, une exagération monumentale pour mieux souligner la folie du monde qu'il dénonce. Bon, face à toute cette folie, Rabelais ne fait pas que critiquer, non, il propose des solutions. Et la première, la plus importante de toutes, c'est de réformer l'éducation de A à Z. Alors, fini les vieux profs. Gargantua est maintenant confié à un nouveau tuteur, Ponocrate. Et son approche est radicalement différente. Le but n'est plus de bourrer le crâne de l'élève, mais de former un être humain complet, équilibré, en phase avec les nouvelles idées de la Renaissance, l'humanisme. Le programme de Ponocrate, c'est une vraie révolution. Bien sûr, il y a l'étude des textes anciens, grecs et latins. Mais il y a aussi beaucoup de sport et une bonne hygiène de vie. On apprend en observant la nature, en débattant et même en jouant. Par exemple, on apprend les maths avec des jeux de cartes. Le corps et l'esprit sont développés en même temps. Et le point crucial, c'est de former un esprit critique, pas juste une mémoire. Une fois que l'esprit est bien fait et que le corps est bien entraîné, eh bien notre géant peut devenir un bon dirigeant. Voyons un peu comment ce nouvel homme va appliquer ses principes à la politique et à la guerre. Le contraste avec le tyran Picrochole est saisissant. D'un côté, Picrochole est guidé par la colère brute, par une ambition aveugle. De l'autre, Gargantua incarne la raison. Il écoute ses conseillers. Il ne fonce pas tête baissée dans la bataille, non. Il préfère la ruse, la stratégie. Et la différence la plus fondamentale, elle se voit au moment de la victoire. Le tyran est cruel, alors que le prince humaniste, lui, est magnanime. Après avoir gagné, Gargantua ne cherche pas du tout à se venger. Au contraire, il libère les prisonniers, il leur donne de l'argent pour qu'ils puissent rentrer chez eux et il indemnise les habitants pour les dommages subis. Cette clémence, c'est vraiment le cœur de l'idéal humaniste,
La guerre est un mal, parfois un mal nécessaire, mais l'objectif final doit toujours être la paix et la justice. Cette vision d'un monde meilleur, elle atteint son sommet à la fin du livre, avec la création d'une société idéale, une véritable utopie. Pour récompenser un de ses compagnons, le moine frère Jean, Gargantua lui propose de fonder une abbaye. Mais une abbaye a son idée. Elle va s'appeler Thélème, un nom qui vient du grec et qui signifie volonté ou désir. Rien que le nom déjà annonce la couleur. En fait, Thélème, c'est tout l'inverse d'un monastère traditionnel. C'est une anti-abbaye. Il n'y a pas de mur parce qu'on ne se coupe pas du monde. Pas d'horloge non plus, parce que la vie n'est pas dictée par des contraintes rigides. C'est un lieu mixte où des hommes et des femmes, tous beaux et bien éduqués, vivent en parfaite harmonie. Et surtout, il n'y a pas de vœux perpétuels. On peut y entrer et on peut en sortir librement. Et toute cette philosophie, elle est résumée en une seule et unique règle, gravée au-dessus de la porte. Pas de longs commandements, pas de liste d'interdits compliqués, non. Juste cette phrase qui, pour l'époque, est absolument révolutionnaire. Fais ce que tu voudras. Alors, est-ce que c'est un appel à l'anarchie ? Pas du tout. Le point crucial, c'est la philosophie qui se cache juste derrière. Pour Rabelais, des personnes qui ont reçu cette éducation humaniste complète, qui sont libres et vertueuses par nature, n'ont pas besoin de lois pour bien se comporter. Leur propre volonté va naturellement les pousser à faire le bien. C'est le pari ultime de l'humanisme, une confiance totale en la nature humaine, du moment qu'elle est perfectionnée par l'éducation. Gargantua, ce n'est donc pas juste une suite de blagues et d'aventures de géants. Non, c'est un manifeste pour un monde nouveau, un monde fondé sur la liberté, la connaissance et la confiance. Et la question que Rabelais posait il y a presque 500 ans, elle résonne encore très fort aujourd'hui. Dans nos sociétés, qui sont pleines de règles, que signifierait vraiment d'appliquer ce simple principe ? Fais ce que tu voudras. La question reste ouverte.